Achille. Donc, bonsoir à tous, en tout cas ceux que je n'ai pas vus ou que je ne connaissais pas. Donc Achille poursuit son cycle de conférences 2019 en vous proposant d'aborder ce soir les régimes dérogatoires sur le territoire français, les régimes dérogatoires occultes, bien sûr. En deux mots. Donc je vous rappelle qu'Achille est une association créée à Murat en 2016 qui a pour objet la promotion des valeurs humanistes, républicaines et citoyennes par l'organisation de débats publics et de conférences et d'autres actions, dont la production d'un spectacle dont on a la chance d'avoir un des interprètes ce soir qui est à destination du jeune public et qui sera joué donc pour la première fois en coproduction avec Achille pour les centres aérés du bassin d'Autrive. Je crois que c'est le 19 juin prochain, c'est ça, voilà. Et à la rentrée prochaine dans les écoles du Muret pour au moins 2 représentations. Voilà, donc on prépare également dès à présent une conférence l'année prochaine sur le développement durable qui sera présentée par Gilbert Hafner et Gérard Loison, que certains connaissent. Et bon, on vous informera par les voies habituelles des dates exactes, mais enfin en principe ce sera prévu pour le mois de novembre prochain. Voilà. Et ce soir on a le plaisir d'accueillir, je ne sais pas où il est, Jean-Philippe Fons, que certains connaissent, je pense même beaucoup, voilà, qui va intervenir en tant que politologue et aborder donc les régimes dérogatoires occultes sur le territoire de la République française. Alors je vais vous dire un peu son CV qui est assez impressionnant, donc j'ai dû tailler fortement dedans. Jean-Philippe Fons est professeur agrégé de l'université, titulaire d'un doctorat en civilisation britannique contemporaine. Ancien maître de conférences des universités, il est également titulaire de l'habilitation à diriger les recherches. Il a exercé à l'Université européenne de Bretagne, à Sciences Po Rennes, à l'École normale supérieure et à l'Université des Antilles et de Guyane. Ses recherches portent depuis plusieurs années sur la méthodologie et les difficultés de la comparaison internationale en sciences sociales et en civilisation contemporaine. Jean-Philippe Fons est par ailleurs membre de comités éditoriaux de plusieurs revues scientifiques en France et au Québec. Il nous aidera ce soir à décrypter dans un premier temps la situation dans les régions et départements d'outre-mer où la loi de séparation entre l'Église et l'État ne s'applique pas. Je parle bien sûr de la loi de 1905. Permettant ainsi la dispense d'un enseignement religieux dans les écoles publiques et le versement par l'État ou les collectivités territoriales des salaires aux ministres de certains cultes. Dans un second temps, je ferai circuler le micro, comme d'habitude, pour ceux qui sont déjà venus, et vous pourrez intervenir, poser vos questions. Voilà, je remercie Jean-Philippe Fons et je vous souhaite de passer un bon moment avec lui. Merci cher Yvan, Monsieur le Président. Merci à l'association, à Achille d'avoir témoigné d'un intérêt sans limite pour le sujet qui est l'étude des régimes dérogatoires des cultes sur le territoire de la République. C'est pas un sujet très simple à aborder. Je vais essayer ce soir, je ne suis pas historien, hein, j'ai une formation en sciences humaines et sociales, je ne suis pas un historien, essayer quand même de présenter ou d'analyser la situation, l'état de fait, à partir d'une analyse de l'héritage historique, social, culturel, anthropologique, et puis, lorsque c'est pertinent évidemment, idéologique, voire politique. Quelques remarques, tout d'abord, des remarques liminaires, pour vous rappeler, non pas ce qu'est la laïcité, parce que ça pourrait faire l'objet d'une soirée intéressante, mais pour vous rappeler les 3 piliers qui assoient la laïcité, la liberté, la neutralité et l'égalité. La liberté d'abord. La liberté et l'impartialité du service public, puisque l'article 1 de la loi de 1905 dit ceci en substance: la République garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. Ce qui veut dire que chacun peut exprimer ses convictions,
dans l'espace public ou dans l'espace partagé, dans la limite où l'expression de cette liberté ne nuit pas à la liberté de l'autre ou à l'ordre public. C'est ce que rappelle la loi du 11 octobre 2010, dans son article 1er, je cite, « Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Fin de citation. Donc en matière de conviction religieuse, le principe de liberté, c'est la liberté de croire, c'est la liberté de ne pas croire, et c'est la liberté de changer de religion. Troisième ordenamento de la liberté qu'on oublie assez fréquemment. Deuxième pilier, la neutralité, c'est-à-dire l'indépendance de l'État vis-à-vis de la religion. L'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ce qui pose les bases de la neutralité de l'administration par rapport au champ du dogmatique, par rapport au champ du confessionnel, par rapport aux religions. Cela concerne également donc les employés privés investis d'une mission de service public. Rappelons que la neutralité s'applique pour les agents du service public et ne s'applique pas aux usagers des dits services publics. Et enfin le troisième pilier, qui est l'égalité, puisque la laïcité garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Nous sommes d'abord des citoyens à égalité de droits et d'obligations. C'est donc ce principe-là qui permet de faire nation, pour reprendre une expression chère à Durkheim. Alors, il y a souvent des confusions entre la laïcité, les questions de mixité et d'égalité des sexes. Rappelons que l'école laïque pratiquait la séparation des sexes jusqu'en 1960 et que le droit de vote n'a été accordé aux femmes qu'en 1944. La République est indivisible au titre de l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Loin de moi l'idée d'avancer dans cette intervention, l'idée que l'Alsace-Moselle ou la Guyane ne sont pas des territoires laïques, dans le sens exposé précédemment, c'est-à-dire qu'ils ne respecteraient pas ces trois piliers, ces trois principes que sont la liberté, la neutralité et l'égalité. Et enfin, le sous-titre, dernière remarque liminaire, le sous-titre un peu déroutant de cette intervention, les régimes dérogatoires des cultes, nous invite donc à s'interroger sur les liens entre les cultes et les représentants de l'État et les collectivités. C'est-à-dire s'interroger sur le lien entre les cultes et ce qui relève du, pour aller vite, domaine de l'intervention publique. Alors le principe de laïcité est un principe d'organisation des rapports entre l'État et les cultes. Il recouvre la liberté religieuse et la neutralité de l'État, c'est-à-dire à la fois la séparation des églises et de l'État et la neutralité des services publics. La liberté religieuse et la neutralité des services publics s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. En revanche, le principe de séparation des églises et de l'État, tel que mentionné dans l'article 2 de la loi de 1905, avec ses notions de non-reconnaissance et de non-subventionnement des cultes, connaît des dérogations sur le territoire métropolitain et outre-mer. Ces dérogations résultent essentiellement de l'histoire spécifique de ces territoires, de statuts juridiques de chacun lors de l'extension ou pas de la loi de 1905 et des changements législatifs qui sont survenus depuis lors. La loi de 1905 a été rendue applicable, je détaillerai un petit peu plus tard cette chronologie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par un décret pris en 1911, avec des différences mineures telles que le nombre de membres composant les associations cultuelles. Aucun culte sur ces parties du territoire, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, aucun culte n'y est reconnu ou salarié, à l'instar du territoire métropolitain. Et en dehors des exceptions prévues par la loi, aucune subvention ne peut être octroyée au culte. En revanche, la loi de 1905 n'est pas applicable en Alsace-Moselle, en Guyane, à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que dans les terres australes et antarctiques. Tous ces territoires sont régis par des textes spécifiques. On ne va pas rentrer dans les détails des autres territoires ce soir, ça serait évidemment beaucoup trop long.
La question n'est pas non plus de savoir si l'on est plus ou moins français à Strasbourg, à Nice ou à Cayenne. Rappelons que la Guyane est un territoire français avant le comté de Nice. Nice et la Savoie sont rétrocédés à la France par le traité de 1860. La première expédition en Guyane débarque en 1643. Et en 1676, sont chassés de Cayenne, de Rémire, de la Prouague et de l'Oyapock les derniers Hollandais restés sur la partie du territoire. Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, communément appelés Alsace-Moselle, pour faire plus vite ce soir, étaient intégrés donc, à l'Empire allemand de 1871 à 1918, au moment donc de l'adoption des lois de laïcisation de l'école et de la loi de 1905. Alors par loi de laïcisation de l'école, on pourra entendre donc l'expulsion des congrégations religieuses, les lois Ferry, naturellement, de 1881 et de 1882, la loi de 1886, qui supprime les crucifix dans les salles de cours, la laïcisation des personnels, la laïcisation des programmes, la loi de 1901, avec la fermeture des établissements religieux, la loi de 1904, qui retire aux congrégations le droit d'enseigner, et enfin, naturellement, la loi de 1905. Lorsque le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle sont redevenus français, le législateur a décidé de maintenir certaines dispositions de ce qu'on appelle le droit local, notamment le concordat de 1801 et la législation spécifique sur l'enseignement religieux. En Alsace-Moselle, 4 cultes sont reconnus, catholiques, protestants luthériens, protestants réformés et israélites. Les cultes reconnus sont administrés par des établissements publics du culte, placés sous la tutelle de l'État. L'État rémunère les ministres du culte et dispose d'un pouvoir de nomination pour certains d'entre eux. Les cimetières peuvent être confessionnels ou interconfessionnels. Il existe des facultés de théologie, catholiques et protestantes, qui délivrent des diplômes d'État. Enfin, un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, primaires et secondaires. Les autres cultes ne sont ni organisés, ni rémunérés par l'État et sont constitués en associations de droit local. Ces associations de droit local et les cultes reconnus peuvent recevoir des subventions publiques dès lors que le principe d'égalité est respecté et qu'il existe un intérêt général ou un intérêt public local suffisant. Il existe ainsi donc plusieurs régimes dérogatoires qui s'appliquent pour des raisons historiques et par la préoccupation de la prise en compte des spécificités locales. La conformité à la Constitution de la Ve République des régimes d'Alsace-Moselle et d'Outre-mer a été confirmée par le Conseil d'État, par le Conseil constitutionnel, pardon, joli lapsus, par le Conseil constitutionnel. Mais ces régimes dérogatoires ne peuvent en aucun cas être étendus de quelque manière que ce soit à tout ou partie du territoire de la République. Depuis quelque temps, le terme de concordat, qui était presque tombé dans l'oubli, a retrouvé une place dans le discours politique. Il faut donc peut-être préciser ce qu'est le concordat dans l'histoire et aujourd'hui. Avant 1789, la France est une monarchie de droit divin, le roi, le représentant de Dieu sur terre, et le culte catholique, et religion d'État. Les autres cultes, le plus souvent, sont persécutés. La censure traque les mauvais livres, les blasphémateurs, tels le chevalier de la Barre, qui sont torturés et exécutés. La Révolution marque en ce sens une rupture avec la création de l'état civil, la possibilité de divorcer, la déclaration des droits, la constitution civile du clergé et la première séparation de l'Église, non pas des églises, mais de l'Église catholique et de l'État. En 1801, donc, le premier consul, Bonaparte, souhaite l'apaisement. Il négocie avec le Vatican un traité de paix, le concordat, qui a été conclu, je cite, « tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure ». Fin de citation. Le traité fixe donc le principe des relations entre l'Église et l'État. L'État paye,
l'État contrôle. À l'avènement de la Troisième République en 1870, la situation est toujours la même, mais l'Église catholique est favorable à la monarchie et manifeste, je ne vous apprends rien, un antisémitisme certain. Les républicains affichent alors des opinions anticléricales, voire anti-religieuses, et c'est la guerre des deux Frances. Sont alors adoptées les grandes lois laïques que je mentionnais tout à l'heure, la loi sur l'enseignement, la presse, les associations, les congrégations, puis la loi du 9 décembre 1920. Or, depuis 1871, les départements du Rhin et de la Moselle sont annexés par l'Allemagne. Et des lois françaises, dont celle sur les cultes, y sont maintenues. D'autres dispositions d'empire, ou propres à à la terre d'empire Alsace-Lorraine, traduction approximative, s'y ajoutent. Au retour à la France, donc en 1918, certaines lois en vigueur dans ces départements recouvrés sont à leur tour conservées. C'est le cas du régime des cultes. Aujourd'hui, nous en sommes donc là. Et ce n'est pas rien, mais le principe de départ n'est plus respecté. L'État paie toujours, mais ne contrôle plus grand-chose. Les ministres des cultes sont salariés de l'État et logés, pour un coût estimé à 60 millions d'euros annuels. Michel Selig rappelle qu'un curé perçoit un traitement un peu supérieur à celui d'un professeur certifié, donc disons entre 2500 et 2800 euros. Les bâtiments cultuels et leurs annexes sont entretenus par les communes, qui sont tenues de contribuer au budget des établissements cultuels s'ils sont déficitaires. Ce que l'on nomme donc le régime concordataire comprend d'autres dispositions qui juridiquement n'ont pas de lien entre elles. D'abord, l'enseignement religieux à l'école publique, fondé sur la loi française de 1850, la loi Fallou, qui inscrit l'enseignement religieux au programme de l'école primaire. Puis un grand nombre de textes allemands de la période 1871-1918. Ces dispositions sont inscrites et toujours présentes dans le Code de l'éducation en 2019, dans des articles de la partie réglementaire, dont l'article, je ne résiste pas à vous les citer quand même, l'article D481 alinéa 2, qui précise la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée à 24 heures et comprend obligatoirement 1 heure d'enseignement religieux. Le texte continue. Pour les 3 dernières années de l'école élémentaire, c'est-à-dire CE2, CM1, CM2, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 25 heures d'enseignement, comprenant 2 heures d'enseignement religieux. L'article suivant, lui, toujours dans le même code de l'éducation, précise que, je cite, « L'enseignement religieux est assuré normalement par les personnels enseignants du premier degré, qui se déclarent prêts à le donner, c'est-à-dire des professeurs des écoles, ou, à défaut, par les ministres des cultes, ou par des personnes qualifiées proposées par les autorités religieuses, agréées par le recteur de l'académie. » Fin de citation. Rappelons tout de même cette disposition réglementaire. Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux dans les conditions prévues à l'article D481, alinéa 6. Voilà pour le premier degré. Le Code de l'éducation ne dit rien pour le second degré. Le Conseil d'État, en 2001, a décidé que l'État était tenu d'y délivrer, dans le second degré, d'y délivrer un enseignement religieux, en s'appuyant sur un passage d'un texte allemand de 1887 qui dispose que, je cite, « Dans toutes les écoles, l'enseignement et l'éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois. » Fin de citation. Les contradictions vous paraîtront donc flagrantes entre cet état de fait, cette situation, et la charte de laïcité à l'école, dont l'affichage et la présentation aux enfants et aux parents d'élèves de toutes les écoles est obligatoire, en Alsace-Moselle et en Guyane aussi. On est loin, on en conviendra, de l'enseignement moral et civique tel que proposé dans les établissements scolaires comme vecteur de la construction d'un citoyen libre, réflexif et autonome. Plus généralement, quelles que soient les modalités de son application, le principe même d'une obligation publique dans le domaine religieux ne semble pas compatible avec
une véritable liberté de conscience. Une citation du site internet du service diocésain de l'évêché de Metz est significative. C'est une citation qui est repérée par Michel Selig dans son ouvrage « Vous avez dit Concordat », dont je vous recommande bien chaudement la lecture. La citation dit ceci: « L'enseignement religieux ne se réduit pas à la culture religieuse, c'est une présentation organique de la foi et de la vie de l'Église, avec une vraie proposition de foi. » Voilà donc en quoi consiste l'enseignement religieux dispensé dans les écoles primaires. Une évolution de ce régime avait été préconisée par l'Observatoire de la laïcité, une évolution qui, selon le même observatoire, ne ferait que suivre celle de la société. Il y a 15 ans, 30% des élèves du primaire étaient dispensés d'enseignement religieux. Ils sont 50% aujourd'hui, 80% au collège, plus de 90% au lycée. Il faudrait aussi évoquer l'existence de facultés de théologie, protestantes et catholiques, au sein de l'université publique de Strasbourg. Un ancien doyen de la faculté catholique a été récemment d'ailleurs élu, il y a 2 ans, 3 maintenant, à la présidence de l'université de Strasbourg. Une seule évolution positive toutefois à observer et à noter, le délit de blasphème, qui a été supprimé par la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 2017. Pour certains, donc, toutes les dispositions évoquées ci-dessus sont contraires au principe de laïcité et à l'esprit de la loi de 1905. Puisqu'en Alsace et en Moselle, les cultes reconnus, et donc privilégiés, bénéficient d'avantages exorbitants, financés, ou davantage sous la forme d'influence, notamment dans les établissements scolaires. Ces privilèges ont été maintenus depuis presque un siècle pour 2 raisons. D'abord, on a fait croire à tort à la population que toutes les dispositions du droit local étaient liées et inextricables. En gros, que si on ne payait plus le curé, on perdra la sécurité sociale locale, les droits particuliers liés à la chasse, etc. Ensuite, toutes les politiques ont plus ou moins joué sur un sentiment identitaire, particulièrement en Alsace. Or, la chute de la fréquentation de l'enseignement religieux le montre dans les 3 départements, à l'instar du reste du pays. Les athées, agnostiques et indifférents y sont majoritaires. Par ailleurs, pour diverses raisons, plusieurs dispositions non religieuses du droit local sont aujourd'hui menacées, car elles ne peuvent plus évoluer. En effet, le Conseil constitutionnel, en 2011, a bien déclaré compatibles avec la Constitution les dispositions du droit local, mais il a aussi précisé qu'elles restaient provisoires, ne pouvaient connaître d'évolution que dans un rapprochement avec le droit français, et donc qu'elles ne pouvaient pas être étendues à d'autres bénéficiaires. Je serai bref pour la deuxième partie de cette première partie, la tentation concordataire, puisqu'elle a été à maintes reprises dénoncée par le tissu associatif, que ce soit la CNAL, le Comité Laïcité République ou l'association Égale. Cette tentation n'est pas nouvelle, même si elle est fortement réaffirmée aujourd'hui. Elle peut prendre plusieurs formes, qui, toutes, cependant, mettent en cause la loi de 1905. Rappelons déjà que Émile Combes était favorable au maintien du concordat appliqué de façon stricte, afin de ne pas laisser de liberté à l'Église et toujours la contrôler. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à un discours qu'on va qualifier de compassionnel. L'islam, deuxième religion pratiquée en France, ne bénéficie en effet pas des avantages historiques d'autres religions, surtout le catholicisme. Ce fut le rapport Machelon, commandé par Nicolas Sarkozy, visant à promouvoir, je cite, des ajustements législatifs et réglementaires, fin de citation, pour assouplir la loi de 1905, afin de permettre notamment des financements du culte musulman. Mais pour l'essentiel, les ministres de l'Intérieur partagent l'opinion prêtée à Bonaparte, un curé, ça vaut 10 gendarmes. Ou celle du pape Léon XIII, qui en 1884 écrit, ouvrez les guillemets, « Des jeunes gens auxquels on n'aura point d'inspirer la crainte de Dieu ne pourront supporter aucune des règles desquelles dépend l'honnêteté de la vie. Ne sachant rien refuser à leur passion, ils se laisseront facilement entraîner à jeter le trouble dans l'État. » Fin de citation.
Le modèle à suivre est donc toujours celui de Bonaparte, qui, après avoir signé le Concordat, a réglementé les églises protestantes et a obligé les juifs à s'organiser. Et pourtant, de manière récurrente, les politiques ont tenté, et tentent encore, d'engager l'État dans une démarche d'organisation des cultes, notamment du culte musulman. On pourrait détailler les démarches de chacun: Pierre Joxe en 1990, Jean-Pierre Chevènement, Daniel Vaillant, sous le gouvernement Jospin, Nicolas Sarkozy créant le Conseil français du culte musulman, Dominique de Villepin, une fondation pour l'islam, et plus récemment, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve qui déclarait vouloir, ouvre les guillemets, faire émerger un islam de France ancré dans les valeurs de la République. Fin de citation. À chaque fois, il s'agit donc bien de reprendre la philosophie du concordat napoléonien, contrôler, instrumentaliser, si possible un culte pour le maintien de la tranquillité intérieure, comme le dit le traité de 1801. La position de nombreuses associations militantes, les positions sont fermement affirmées. Nous ne sommes plus en 1801, et l'histoire, l'exemple de la pratique du concordat avec l'Église le démontre. C'est une illusion de croire que la République a intérêt à se mêler de l'organisation des cultes. Pour les mêmes associations, c'est à eux de se structurer, de se financer dans le respect des lois de la République. Le concordat ne saurait être un modèle pour la France. Et il serait certainement temps de revenir sur les exceptions régionales. En 2019, comme en 1905, pour les territoires de la République soumis à des régimes dérogatoires, comme pour l'ensemble du territoire national, entre toute forme de concordat et la laïcité, il faudra choisir. La Guyane, donc, Mayotte, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, les terres australes et antarctiques, relèvent de dispositions spécifiques, les décrets Mandel de 1939. Ces décrets permettent aux cultes de s'organiser sous la forme de missions religieuses dotées d'un conseil d'administration, placées sous la tutelle de l'État et pouvant bénéficier d'avantages fiscaux. Les cultes peuvent également s'organiser sous la forme d'associations simplement déclarées. Ces deux types de structures donc peuvent recevoir des subventions publiques dans le respect du principe d'égalité naturellement. Au moment où la Guyane devient un département, donc par la loi du 19 mars 1946, le texte précise dans son article 2 que les lois et décrets, ouvrez les guillemets, alors en vigueur dans la France métropolitaine, feront l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements. Fin de citation. Mais, évidemment, aucun décret postérieur n'a été pris en ce sens. Je le dis évidemment, sinon nous ne serions pas là ce soir à discourir des régimes dérogatoires. Le concordat n'ayant jamais été appliqué sur ce territoire, les relations entre l'Église catholique et le territoire, la Guyane, demeurent régies par une ordonnance royale prise par Charles X, le 27 août 1828, relative au gouvernement de la Guyane française. C'est son nom. Les prêtres catholiques sont donc des agents titulaires, ils sont rémunérés par la collectivité, sans toutefois avoir la qualité de fonctionnaires départementaux, à l'exception de l'évêque de Cayenne, qui est assimilé à un fonctionnaire de catégorie A, et qui bénéficie donc à ce titre de la prime dite Vichère, de la surrémunération de 40% en Guyane. La France et l'Église catholique ont une histoire commune qui s'exprime en Guyane depuis le début de la colonisation, qui débute donc en 1604, avec l'expédition infructueuse de Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière. Le contexte au début du XVIIe siècle rendait cette entreprise impossible sans le concours de l'Église catholique. Elle joua un rôle déterminant dans ces nouveaux territoires, alors érigés en terre de mission, où l'évangélisation allait de pair avec la colonisation, c'est la fameuse l'alliance du sabre et du goupillon, et plus tard, l'esclavage. Nous héritons aujourd'hui d'un cadre légal de l'exercice des cultes unique dans la République, puisque la Guyane ne relève ni du concordat, contrairement à une idée assez largement répandue, ni de la loi du 9 décembre 1905.
puisque la loi de 1905 n'a pas été promulguée. La Guyane, qui a été érigée, je le disais, en terre de mission, et certains aujourd'hui encore la considèrent comme telle, dans l'esprit de Jules Mock, ministre de l'Intérieur, qui, dans une correspondance adressée alors au ministre des Finances, on est en 1946, fait de la Guyane, ouvrez les guillemets, un pays de mission parmi les infidèles, fin de citation. Pour des raisons économiques et idéologiques, on a respecté le rôle des missions religieuses, car l'évangélisation était perçue d'outre-mer comme un processus de transmission des valeurs occidentales. Ces missions intervenaient dans le champ de l'éducation comme dans l'assistance médicale et sociale. L'ordonnance royale de 1828 sert de pierre angulaire aux relations donc, entre l'Église catholique et l'État. Le 7 mars 1849, donc un an après l'abolition de l'esclavage, a été promulgué en Guyane un arrêté ministériel qui précise que les ministres du culte sont rémunérés par l'État sur le budget du ministère de la Marine. Le décret du 23 décembre 1878, dans son article 40, confirme pour la Guyane des dispositions prises en 1866, à savoir l'inscription dans les dépenses qu'assume l'État du traitement du personnel de la justice présent sur le territoire et du culte. Au tournant du siècle, donc, les colonies deviennent budgétairement autonomes et la situation évolue de manière radicale. La situation actuelle est d'ailleurs issue directement de la loi du 13 avril 1900 qui porte fixation du budget général des dépenses et des recettes. Alors la loi de 1905 aurait pu être promulguée en Guyane, puisque l'article 43, je l'ai dit tout à l'heure, ouvrait cette possibilité grâce au règlement d'administration publique qui était censé déterminer les conditions de son application aux colonies. Ce fut fait pour la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion en 1911. En Guyane, la commission coloniale était divisée alors sur ce sujet et émit un avis défavorable. L'arsenal législatif fut complété donc par les décrets Mandel de 1939 qui instituent les conseils d'administration des missions religieuses pour gérer les biens des missions dans les colonies, non soumises donc, à la loi de séparation des églises et de l'État. La constitution de la 4e République du 27 octobre 1946 est marquée par une volonté d'intégration plus grande des colonies dans la République. Je vous cite le préambule de la constitution de la 4e République. La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Fin de citation. Elle précise d'ailleurs que, ouvrez les guillemets, tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. Fermez les guillemets, c'est l'article 80 de la Constitution de la 4e République. La République indivisible, laïque, démocratique et sociale s'applique donc au territoire outre-mer. La loi du 15 mars 1946, qui érige la Guyane en département français d'outre-mer, prend effet en 1947 avec l'installation d'un préfet, du préfet Robert Vignon, par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Jules Mock, dont je parlais tout à l'heure. L'article 2 de la dite loi permettait alors au gouvernement de promulguer en Guyane la loi de 1905. Évidemment, ce ne fut pas fait. Un échange de courrier entre le ministre des Finances et Jules Mock, alors ministre de l'Intérieur, révèle la préférence du gouvernement de l'époque pour le statu quo. Le ministre de l'Intérieur fait en effet part de ses réticences à l'idée de modifier la situation du culte catholique. Alors voici la raison, ouvrez les guillemets, en raison de la pauvreté des habitants de la Guyane et de la nécessité de les soustraire aux influences étrangères que favoriserait un départ des missionnaires catholiques. Fin de citation. Ce que propose le ministre des Cultes, accessoirement ministre de l'Intérieur, à l'époque, est donc de, je cite, maintenir les pratiques actuelles de la rétribution ecclésiastique par le département de la Guyane et non par le budget de l'État. Donc la loi de 1946, qui crée la départementalisation, prévoit un délai pour la promulgation de la loi de 1905 en Guyane. Ce délai expirait le 31 mars 1948
et la Guyane devait donc passer une nouvelle fois à côté de l'opportunité de corriger ce que d'aucuns considèrent comme une anomalie de l'histoire, au mieux un anachronisme. En effet, n'agissant pas, en 1946, l'État a laissé tout simplement et le plus naturellement transférer au département toutes les charges de la colonie. C'est donc un décret de 1950, par décret en 1950, le préfet Vignon fixait le classement indiciaire des grades et emplois du département, y incluant les prêtres et donc l'évêque de Guyane. Les décrets Mandel, toujours en vigueur en Guyane, n'interdisent ni n'obligent un financement public des cultes. En vertu d'un arrêté du Conseil d'État de 1905, là où la loi de 2005, là où la loi de 1905 ne s'applique pas, ce financement doit être limité aux activités et équipements dépendant des cultes et présentant un caractère d'intérêt général, voilà ce que dit le texte, dans le respect de l'égalité des cultes. Ce qui veut dire que, constitués ou non en mission, les cultes se voient ainsi refuser leur demande de subvention publique et ne peuvent prétendre à la rémunération de leurs desservants par le département. Ce dernier avantage demeure réservé aux seuls prêtres catholiques par l'ordonnance de Charles X. Ce qui fait dire à certains observateurs que le régime des cultes en Guyane peut être jugé discriminatoire. Lors des phases suivantes de décentralisation, aucune disposition spécifique ne fut prise. La loi du 2 mars 1982, la loi de fer, pas plus d'ailleurs que l'acte 2 de la révolution, de la décentralisation, décidément, plus pas Jean-Pierre Raffarin, n'ont modifié les conditions d'emploi et de rémunération des ministres du culte catholique en Guyane. Malgré tout, de plus en plus de personnes, d'associations, de promotion et de défense de la laïcité s'interrogent et prennent position pour la suppression de cette disposition, c'est-à-dire l'ordonnance royale de Charles X. Des groupes de réflexion travaillent sur le sujet, des questions, des propositions sont régulièrement adressées aux élus. L'État a donc jugé nécessaire de faire paraître une circulaire en 2011, circulaire du ministère de l'Intérieur du 25 août. Elle rappelle au préfet la réglementation applicable outre-mer en matière de culte, ainsi que les modalités d'application de la loi de 1901 sur les congrégations religieuses. Elle ne peut donc s'appliquer que sur le fondement existant, c'est-à-dire l'ordonnance royale de 1828, la loi de 1900, qui est fixée du 13 avril 1900, qui octroie l'autonomie financière aux colonies, et les décrets Mandel de 1939. Plus récemment, nous sommes en 2013, le refus du président du Conseil général de continuer à rémunérer les membres du clergé a fait l'actualité. La justice a tranché en faveur de l'Église en concluant, ouvrez les guillemets, la citation est un peu longue, « La rétribution des membres du clergé catholique par le département relève nécessairement d'un régime de droit public, quand bien même ces membres du clergé ne peuvent être regardés comme des agents publics départementaux et qu'il n'existe plus en France de service public des cultes. » Fin de citation. À cette occasion, M. Lafont, l'évêque de Cayenne, a déclaré qu'il était favorable à ce changement, mais qu'il fallait laisser du temps pour la prise en charge des frais de rémunération des membres du clergé catholique par les fidèles. Alors, M. Lafont estimait le budget annuel global du fonctionnement du diocèse à 3 millions d'euros. Ce qui avait été préconisé en 2006 déjà par, vous vous en souvenez certainement, la commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, commission présidée par Jean-Pierre Machelon, missionné par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy. La seule personne auditionnée en Guyane par cette commission fut le recteur de l'Académie à l'époque. Les conclusions du rapport remis au ministre de l'Intérieur sont assez surprenantes. En voici quelques extraits. Si la religion catholique est majoritaire, elle est fortement concurrencée par de nombreux groupes religieux. Entre parenthèses, groupes religieux pour laquelle la Mivilude a émis de très sérieuses réserves. Donc, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Au premier rang desquels on retrouve les adventistes, les baptistes, les quakers, l'armée du salut, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, les évangélistes, les mormons et les témoins de Jéhovah. Fin de citation. Une nouvelle citation un peu longue,
page 73-74, pour ceux qui aimeraient en lire davantage sur ce rapport Jean-Pierre Machelon. Cette prolifération, donc prolifération de groupes religieux, impose d'envisager avec prudence l'élargissement à d'autres confessions du statut particulier dont bénéficie le culte catholique. Il conviendra en effet, dans le respect de la neutralité de l'État, de définir les règles permettant de déterminer quels seront les cultes pris en charge. Cette tâche est apparue périlleuse à la Commission. Fin de citation. Le rapport de la Commission Machelon ne propose nullement de promulguer la loi de 1905 dans ce document, mais d'élargir encore davantage l'application du régime dérogatoire à d'autres cultes, régime dérogatoire source d'injustice, d'inéquité et peu défendable au regard des nombreux Guyanais sans conviction religieuse particulière. Le même rapport montrait toute sa pusillanimité. Je le cite, « Ce contexte local particulier impose de n'envisager la perspective d'une réforme du système des cultes guyanais que dans un moyen terme. Celle-ci apparaît malgré tout nécessaire afin de mieux prendre en compte le pluralisme religieux et de garantir un traitement équitable des différentes confessions. » Fin de citation. Le rapport de 2006, que je viens de citer, entendait donc réaffirmer les laïcités. C'était la lettre de mission fixée par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Le rapport de 2006 concluait donc ceci. En outre, la Guyane connaît un climat relativement apaisé en matière religieuse et il n'existe pas de revendication forte au plan local pour remettre en cause l'équilibre actuel. Fin de citation. Ce que suggérait la Commission, donc, c'est que soit organisée au plan local une concertation entre les cultes et les pouvoirs publics, permettant d'engager une réflexion sur les perspectives d'évolution du système des cultes en Guyane. En décembre 2015, les élections locales ont permis d'élire les représentants au sein de la collectivité unique. La compétence de rétribution des membres du clergé catholique fut donc, de façon presque mécanique, transférée du département à la collectivité. Les DROM et collectivités d'outre-mer n'ont plus à être considérés comme des pays de mission, des territoires de mission, où les citoyens ne pourraient jouir des mêmes droits fondamentaux qu'en métropole. Désormais, il n'y a plus d'obstacle à ce que le droit commun des cultes soit respecté en tout point, et il conviendrait dès lors de réfléchir aux voies et moyens de rendre possible la promulgation de la loi de 1905 sur cette partie du territoire. Il y a eu un certain nombre de tentatives, notamment une tentative de projet de proposition de loi présentée en 2017, me semble-t-il, soutenu au Sénat par la sénatrice de Haute-Garonne, Françoise Laborde, un projet de proposition de loi qui n'a pas passé le vote du Sénat, la droite étant majoritaire au Sénat, la proposition n'a pas abouti. C'est regrettable dans la mesure où le projet de proposition de loi avait été élaboré en concertation avec l'ensemble des parlementaires guyanais, notamment le sénateur Antoine Karam, qui était à l'époque affilié au Parti socialiste et qui est marcheur depuis quelque temps désormais. Voici, cette perspective est donc plus que jamais l'horizon vers lequel nous devrions tendre sur ces territoires de la République. Merci. Achille.